Alors le cyberharcèlement, c'est donc une forme relativement nouvelle de harcèlement qui est basée sur les études numériques. Ce qu'on entend régulièrement par rapport à ça, y compris quand on interroge les jeunes qui ne sont pas victimes spontanément, il y a pas mal de gens qui disent c'est plus grave. Pourquoi? C'est tout le temps, ça ne s'arrête pas. Les médias sociaux, c'est pas juste quand vous quittez l'école, mais c'est tout le temps, y compris la nuit. Ça vous suit partout. C'est anonyme, donc c'est très très perturbant parce que vous ne savez pas qui le fait. Et il y a une exposition publique qui est très forte. Tout le monde peut le voir. Et comme je vous dis, quand on discute spontanément avec des jeunes, ils vont être assez d'accord avec cette idée-là. Ils vont dire « ouais, mais c'est terrible, c'est tout le temps, il y a plein de gens qui peuvent le voir, puis qu'on ne sait pas qui c'est, etc. » Alors, quand on discute avec les jeunes qui sont victimes, c'est intéressant de voir qu'ils ont un point de vue un peu différent. D'abord, la plupart des victimes de cyberharcèlement vous disent qu'en fait, ils savent qu'il est harcelé. Donc les mêmes élèves vont vous dire « oui, c'est embêtant quand on c'est anonyme parce qu'on ne sait pas qui c'est, etc. etc. » Et puis les mêmes vont dire « toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Ah oui, mais moi je sais. » Parce que je sais, je connais. Et puis même quand c'est quelqu'un que je ne connais pas, ben, je m'en fiche, je supprime son adresse ou je bloque et puis voilà. Okay. Donc là, sur l'anonymat, il faut bien comprendre qu'ici, on parle du harcèlement à l'école, enfin, du cyberharcèlement chez les jeunes ou chez les mineurs, si on veut. Ce n'est pas la même chose que le cyberharcèlement qu'on va retrouver dans la vie adulte, notamment vis-à-vis de journalistes, vis-à-vis d'hommes politiques, vis-à-vis d'activistes, vis-à-vis d'influenceurs ou d'influenceuses, où là, on a vraiment un phénomène de meute, de gens que cette personne ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui lui tombent dessus via les réseaux sociaux, en groupe, de façon super massive. Okay. On est très très peu dans ces configurations-là quand on est chez les enfants ou les ados, surtout les ados, parce que les enfants sont un peu protégés parce qu'ils sont un peu moins présents pour l'instant sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de la même chose quand une journaliste ou une femme politique vous parle de cyberharcèlement que quand une jeune de 16 ans vous parle de cyberharcèlement. Quand on regarde les conséquences, on a deux types d'études. On a des études où on a interrogé des jeunes qui avaient vécu les deux. Donc ils ont été harcelés en ligne et ils ont été harcelés dans la vraie vie. Et on peut leur demander, tiens, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qui était le pire pour toi? Et ces jeunes-là, ce qu'ils nous disent, bon, ils ne sont pas tous d'accord, ils ont des vécus différents, mais la majorité nous disent, en fait, c'était pire en face à face. Parce qu'en ligne, je savais comment faire, j'avais des solutions techniques pour me protéger. Au pire, je me déconnectais, au moins pendant un temps pour pouvoir un peu respirer. Et il nous disait surtout, en fait, en face à face, c'est terrible parce que vous voyez le non-verbal, le physique, il y a aussi la présence physique de l'autre. Ils ont eu plus peur en présentiel, en face à face. Ils ont senti une menace physique, ils ont vu les expressions de mépris ou de haine dans le regard ou dans le visage des autres. Par rapport à l'exposition, ils trouvent ça pire en fait, en vrai, que les autres autour aient vu ce qui se passait et n'aient pas réagi, voire quand même des gens qui croyaient qu'ils étaient leurs amis étaient là et ne sont pas intervenus, que de se dire qu'il y a des likes ou des trucs partagés en ligne. Ils ont plus difficile à vivre finalement cette forme de rejet social ou de stigmatisation sociale en vrai qu'en ligne. Et donc, voilà, eux nous disent plutôt c'est pire en vrai qu'en ligne. Et ça déconstruit un peu les idées que j'ai évoquées juste avant sur l'importance du cyberharcèlement. Et alors, on a des études où on a pris des mesures où les jeunes nous racontent ce qui leur est arrivé, et puis on voit ce que ça donne dans le temps sur, par exemple, la dépression ou la santé mentale. Qu'est-ce qu'on constate à ce moment-là? C'est qu'en fait, non, c'est bien aussi, c'est cohérent avec ce que les jeunes nous disent dans les entretiens, c'est bien le harcèlement en face à face qui a le plus d'impact, ou alors c'est quand le cyberharcèlement est combiné avec du face à face qu'il a vraiment de l'impact. Mais quand il n'y a que du cyberharcèlement, ça a l'air d'avoir moins d'impact. Et ce qui est vraiment intéressant, et ça c'est très très convergent dans toute une série d'études, c'est qu'il y a un recouvrement très très fort. En fait, c'est rare qu'il n'y ait que du cyberharcèlement. Il y a toute une série d'experts qui disent en fait c'est une forme en plus de harcèlement qui s'est développée, dont il faut tenir compte, mais qui n'est pas à faire à part. Les études montrent aussi les antécédents ou les prédicteurs, les facteurs de risque pour le cyberharcèlement sont les mêmes pour le harcèlement, mais globalement, on est vraiment dans une continuité de phénomènes qui se ressemblent très fort. Et donc, pour moi, il ne faut pas isoler le cyberharcèlement du reste. Et donc, ça n'a pas de sens non plus de faire de la prévention que du cyberharcèlement. En fait, il y a beaucoup plus de harcèlement en face à face que de cyberharcèlement. Ça aussi, les études sont hyper convergentes. Et donc, le problème numéro 1 de nos jeunes, c'est du harcèlement en face à face. Et donc, s'attaquer que au cyberharcèlement, pour moi, c'est une hérésie. C'est nier complètement la réalité des jeunes. L'expérience des jeunes, c'est aussi, et d'abord, du harcèlement face à face. Le sexting, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, sexe
et ting. Donc sexe, ça veut dire sexualité. Ting, c'est plutôt le fait de texter. Et donc le sexting, c'est le fait de prendre, donc de se prendre en photo, d'envoyer ou de partager des photos à caractère sexuel ou des nudes, comme les jeunes le disent, à quelqu'un d'autre. De manière générale, le sexting, c'est un phénomène qui se passe entre deux jeunes qui sont dans une relation de confiance, qui ont établi un cadre, qui ont mis des règles, etc. Et donc le sexting, ça se passe plus ou moins bien dans la majorité des cas. On entend beaucoup parler du sexting, mais le sexting, c'est pas quelque chose que tous les jeunes le font. Certains le font, c'est quelque chose qui fait partie de leur développement sexuel, donc c'est quelque chose de normal. Dans la majorité des cas, il est très positif. Donc les jeunes qui s'envoient des nudes, ils le font de manière consentante, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contrainte. Mais parfois, ça arrive que l'un des deux partenaires ou quelqu'un va partager ou montrer le nude à quelqu'un d'autre. Et donc là, on parle de sexting non consensuel. C'est une pratique qui est normale et naturelle, donc c'est un peu difficile d'établir des chiffres par rapport aux jeunes qui le font, parce que dans la plupart des cas, les études, elles sont faites en format questionnaire. Et donc il y a par exemple l'étude de Génération 2020 qui a quand même pu poser un peu un cadre. Et donc il y a plus ou moins 15% des jeunes qui vont se photographier et l'envoyer à quelqu'un d'autre. 15%, c'est pas beaucoup comparé à ce qu'on peut entendre et imaginer. Donc c'est quelque chose qui se fait, qui reste plutôt positif. Dans la majorité des cas, ça se passe plutôt bien. Et c'est pas tous les jeunes qui le font. Le sexting peut avoir plein de conséquences. Il y a bien sûr les conséquences psychologiques. Ça peut être assez traumatisant pour un jeune de se retrouver sur Internet. Il y a du repli social, etc. Mais je crois que l'une des particularités du sexting, c'est que c'est quelque chose qui se retrouve sur Internet. Les nouvelles technologies vont extrêmement vite. On n'a plus de contrôle. Et donc, l'un des phénomènes qui arrive le plus souvent avec le sexting, c'est effectivement le cyberharcèlement. Toute cette rapidité de contenu, la personne n'a plus du tout de contrôle sur sa photo, alors que de base, on le rappelle, elle était partagée dans un cadre de confiance, avec consentement, il y avait des règles, etc. Et donc, le jeune qui partage la photo est plutôt fautif. Et donc, chez Child Focus, on a plutôt cette vision de pouvoir éviter le victim blaming, de retirer cette responsabilité sur le jeune. Parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les jeunes sextent. C'est quelque chose qui est normal, qui fait partie de leur développement, de leur sexualité. C'est absolument OK. Et d'ailleurs, il y a aussi des adultes qui le font. Donc, c'est éviter de pointer du doigt la victime et plutôt remettre la responsabilité là où elle doit mettre, c'est-à-dire le jeune qui a brisé la relation de confiance, qui a brisé les règles et qui a partagé cette photo-là sans le consentement du jeune représenté sur la photo. Donc, ce qu'on conseille aux jeunes, c'est tout d'abord de ne pas rester seul avec ça, donc d'essayer d'en parler à une personne de confiance, à un adulte, un parent, un proche, un professeur, ça peut être la direction, etc. Et du coup, avec l'adulte, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le jeune peut contacter les personnes qui partagent la photo sur les différents sites, demander d'enlever la photo. Ils peuvent effectivement contacter Child Focus. Donc Child Focus a des relations assez privilégiées avec les réseaux sociaux. Donc quand il y a une photo qui a été diffusée de manière non consentante, le nude qui s'est retrouvé d'un jeune sur Internet, Child Focus peut contacter le réseau social pour le demander, donc on appelle ça le flaguer, et donc d'enlever les photos qui se retrouvent sur Internet de manière plus rapide. Le jeune, bien sûr, on recommande souvent de faire attention aux paramètres de confidentialité, donc quand il y a des choses qui se sont retrouvées sur Internet, on va essayer de mettre plutôt le profil en privé et ce genre de choses-là, et donc bien sûr, dans les cas où ça dérape, on peut effectivement, et on recommande de porter plainte à la police. Et avant de faire toutes ces choses-là, c'est bien de prendre des preuves, donc de faire des captures d'écran, etc. Et donc, ce qu'on recommande aussi, c'est qu'avant de bloquer ces personnes-là, il faut prendre des captures d'écran parce que certains réseaux sociaux vont masquer les conversations, elles vont disparaître. Et donc, toutes les preuves s'en vont. Donc, il faut faire attention à d'abord prendre des captures d'écran de tout, puis de bloquer la personne, en parler à une personne de confiance et aller porter plainte à la police. On peut faire une prévention sur deux niveaux. On peut bien sûr faire de la prévention auprès des jeunes qui se prennent en photo, qui font des nudes et qui les envoient. Donc on peut leur dire tout simplement qu'ils ont le droit de le faire, mais qu'il existe des risques. Donc ils doivent être conscients de ces risques aussi. Et donc quand un jeune va, par exemple, se prendre en photo, on va plutôt lui recommander de ne pas montrer sa tête, de faire attention aux tatouages, aux cicatrices, aux taches de naissance, de ne pas se prendre en fond dans un fond qui est reconnaissable. Donc si le jeune est actif sur TikTok, qu'il a les posters de Shawn Mendes ou d'Ariana Grande derrière, on va peut-être lui dire de faire attention parce que si on prend que le torse ou la poitrine et on va se dire mais en fait je connais ce fond-là, je l'ai vu sur TikTok, donc on va pouvoir en fait identifier le jeune. Et bien sûr de dire aux jeunes que s'ils n'ont pas envie de le faire, c'est aussi OK. Les jeunes ne doivent pas faire des nudes parce que tout le monde le fait, donc c'est plutôt aussi ces conseils-là qu'on donne aux jeunes. Après, au niveau des personnes qui partagent du coup ces photos sans l'autorisation du jeune
qui est représentée. On va essayer de les responsabiliser, de leur dire que c'est une pratique qui est punissable, qu'ils encourent des risques et aussi des sanctions au niveau pénal. Donc on peut bien sûr les poursuivre à ce niveau-là. Donc on va essayer de leur dire effectivement de garder ces photos-là pour eux. Et quand les jeunes pratiquent le sexting entre eux, on va peut-être aussi leur conseiller d'établir des règles. Donc par exemple, ok, on s'envoie des nudes entre nous parce qu'on est amoureux, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se sépare? Donc on se met tous les deux d'accord, ok, on les supprime ou alors on ne les garde pas du tout dans son GSM. Et par exemple, si je t'envoie un nude, je veux que tu la supprimes tout de suite après. Donc c'est vraiment le jeune qui doit poser son cadre et ses règles. Ce qui est important dans les écoles, et c'est ce qui est assez challenging par rapport au sexting et aussi au cyberharcèlement, c'est que ça se passe sur Internet. Du coup, il y a souvent ce contraste entre c'est pas à l'école, donc c'est pas notre core business, ça nous concerne pas, sauf qu'on est tous bien d'accord que le cyberharcèlement finit toujours par arriver en quelque sorte dans la cour de récré, et le sexting aussi qui devient problématique. Donc du coup, ce qu'on conseille, c'est d'une part de former l'équipe enseignante à tout ce qui est nouvelles technologies, à la sécurité en ligne, au phénomène du sexting par exemple. On va aussi recommander aux profs de solliciter les parents à être formés sur cette question-là. Donc, il existe par exemple des formations webéthiques ou parents connectés qui vont former les parents à tout ce qui est sécurité en ligne et nouvelles technologies. Et aussi, bien sûr, c'est de pouvoir d'établir un cadre de confiance dans la classe, dans l'école, de mettre en place des politiques qui sont claires. Et donc, par exemple, pour le cyberharcèlement, c'est de dire à l'école, on ne tolère pas le cyberharcèlement, on a des conséquences, des sanctions qui vont arriver s'il y a des jeunes qui sont cyberharcelés ou qui cyberharcèlent les autres. Pareil pour le sexting. Après, chez Child Focus, on a beaucoup développé des outils de prévention comme par exemple sexto.be, qui est un outil qui traite du sexting en ligne et des stéréotypes de genre. Donc là, c'est un outil qui peut arriver en classe, le prof peut préparer sa leçon à la maison et traiter des problèmes de sexting. Donc on essaie de toucher, comme au cyberharcèlement, aux trois acteurs principaux, donc les témoins principalement, qui sont les plus importants dans le sexting ou dans le cyberharcèlement. Donc c'est vraiment un outil qui est assez up-to-date par rapport aux nouvelles technologies. On est là avec son smartphone, on va essayer de comprendre, analyser tout ce qui est processus et dynamiques qui sont à l'œuvre dans le sexting et dans le cyberharcèlement, et bien sûr ouvrir le dialogue et le partage des expériences.